Je suis Cécile Goudou, rédactrice en chef adjointe de la Radio nationale du Bénin. Je suis journaliste chroniqueuse environnement. Je m'appelle Virgile Amancet, je suis journaliste, je suis le directeur de l'information à la web radio Crystal News. Koshimo Humbadi, je suis journaliste, responsable de publication à Afrique Sucette. De façon globale, on peut dire que l'état des lieux de la liberté de la presse est mitigé chez nous au Bénin et c'est un peu comme un peu partout dans les pays africains et dans le monde. On a observé quelques avancées en matière de liberté, ce que nous les professionnels nous saluons. Mais ces dernières années également, on a eu quelques sueurs froides par rapport au conditionnement de la liberté d'exercice des journalistes béninois. Dire aujourd'hui qu'on n'est pas libre serait exagéré, mais dire qu'on est totalement libre au Bénin pour exercer le métier de journaliste ne serait également pas réel. Moi, je me dis qu'on est partagé entre le marteau et l'enclume. On aurait voulu être plus libre que ça, mais notre situation est quand même un peu plus reluisante que celle de certains confrères dans d'autres pays. C'est dire que la liberté de la presse se porte plus ou moins bien au Bénin, mais qu'on a encore beaucoup de défis à relever pour atteindre l'idéal zéro inquiétude pour les journalistes dans l'exercice de leur métier. Lorsque vous voulez parler de la liberté de la presse, il y a plusieurs indicateurs politiques, sociaux, législatifs et tout ce qui va avec. Et surtout au Bénin, quand on prend le facteur législatif, on a différentes lois qui de plus en plus rend quand même un peu plus compliqué la jouissance donc, de la liberté de la presse par les journalistes béninois. Donc aujourd'hui, on a quand même une unité de mesure qui nous permet de dire est-ce que cette année, est-ce que la liberté de la presse s'est améliorée ou pas. Je veux parler justement du classement de Reporters sans frontières. Je pense que le Bénin est quand même sur une bonne pente. On a quand même fait un bond en 2023, passé de 121e place à la 112e place, c'est quand même assez intéressant. Je pense que logiquement, on devrait pouvoir donc faire mieux cette année. Donc aujourd'hui, moi je pense que beaucoup de choses s'améliorent. Lorsque vous voyez un peu la progression de la courbe depuis, je prends référentiel 2016 pour référentiel, lorsque vous voyez un peu l'évolution de la courbe, c'est vrai parfois ça monte, ça descend, mais je pense que là on peut quand même en dehors, je l'ai dit tout à l'heure, en dehors du cadre législatif que je trouve un peu serré, un peu répressif, je pense qu'on peut quand même se réjouir qu'au Bénin, la liberté de la presse tient quand même plus ou moins. Pour dire vrai, au Bénin, la liberté de presse est de plus en plus en danger. Les journalistes ont de plus en plus de mal à exercer leur profession comme cela se doit, comme on l'exerce facilement. Ils sont obligés de courir chaque jour après cette liberté. Et il faut dire même que la majorité des journalistes ont arrêté de courir. Tout le monde fait avec. Enfin, oui, on dit le contexte n'est pas bon, on ne prend pas de risques, on n'ose plus et puis chacun fait comme il peut, en se disant ça va passer, ce temps va passer, un peu comme le pays en général, quoi. C'est ça la liberté de presse aujourd'hui au Bénin. Quand on parle de liberté de presse, la plupart pensent souvent à laisser le journaliste s'en prendre peut-être à tout le monde, laisser le journaliste dire tout ce qu'il a envie de dire ou insulter sans être inquiété. Ce n'est pas forcément ça. La liberté de la presse repose sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'accès à la source d'information. Un journaliste qui n'a pas accès à l'information n'est pas libre d'informer. Et sur ce chantier-là, on a encore beaucoup de défis à relever au Bénin. Les portes les plus hermétiques auxquelles on se retrouve confronté en termes de libération de l'information au Bénin, c'est beaucoup plus les institutions étatiques, les pouvoirs publics qui ne sont pas jusque-là dans l'élan de donner l'information systématiquement, spontanément aux journalistes qui frappent à leur porte. Et donc, sur ce chantier, je me dis qu'on n'est pas totalement libre parce que notre matière première étant l'information, si nous n'avons pas cette matière première, nous ne pouvons pas dire que nous sommes libres d'informer les populations. La deuxième chose, en matière de liberté de la presse, on a obtenu la dépénalisation des délits de presse, ce que nous avons salué entre-temps, parce qu'on travaillait sur la base
d'un test qui aujourd'hui est dépassé, qui est rendu caduque par l'avènement du code du numérique. Et quand vous voyez ce code du numérique, jusque-là, on a un souci avec la franchise avec laquelle ce test traite les journalistes et les acteurs des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément journalistes. Et aujourd'hui, le journaliste béninois est pris au piège de 2 tests et c'est selon le cas qui arrange celui avec qui il est celui avec qui il est en contentieux qu'on applique le test. Dans certains cas, on vous applique le test qui était là et qui nous arrangeait plus ou moins mieux, plus ou moins parce que ce n'était pas totalement ce qu'il fallait. Et dans certains cas, c'est le code du numérique qu'on vous applique. Et quand c'est le code du numérique, ça frappe encore plus fort. Et c'est ce code-là qui régit actuellement les actions des journalistes béninois. Ça fait que sur ce chantier de la législation, de l'encadrement de la liberté des journalistes sur le plan législatif au Bénin, je me dis qu'on a encore du travail à faire. Un petit troisième levier pour finir sur ce chantier-là. Si un seul journaliste aujourd'hui, en voulant prendre son bic, en voulant prendre sa plume pour écrire, s'inquiète et se demande qu'est-ce qui m'arrivera si je publie cette information, bien qu'elle soit vraie, tant qu'un seul journaliste va ressentir cette inquiétude, on ne peut pas dire qu'on est totalement libre d'exercer notre métier. En tout cas, moi, j'ai jamais senti cette pression lorsque j'ai envie d'aller sur un sujet donné. Vous savez, quand on parle de liberté de la presse, c'est à 2 niveaux. Il y a le cadre législatif, il y a la pression des autorités, mais il y a ce que nous devons faire également en tant que journalistes. C'est vrai que généralement, on accuse très vite les gouvernants, on accuse très vite les dirigeants, mais il y a ce que nous devons faire aussi, parce que le métier a des règles. Donc, lorsque vous avez envie de traiter un sujet et que vous ne le faites pas dans les règles de l'art, vous ouvrez la porte à tout, vous donnez la possibilité donc, aux autorités ou aux dirigeants donc, de poser des actes ou des actions qui peuvent aller à l'encontre de la liberté de la presse. Donc, je pense que de façon générale, c'est vrai, il y a eu des choses qui ont traumatisé des gens. Il y a eu des situations, on a vu des journalistes qui sont allés sur certains sujets, qui se sont retrouvés peut-être en prison, qui ont été interpellés, qui ont fait objet de poursuites judiciaires. Donc, tous ces événements-là ont traumatisé, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un journaliste béninois, vous lui proposez un sujet un peu sensible, ah ouais, on est réticent parce qu'on dit, ah, telle personne a fait ci, on a vu ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il faut aller justement au-delà de ce traumatisme et faire le travail comme cela se doit. Moi, je connais aussi des cas où les gens ont été assignés, mais ils sont sortis parce qu'ils avaient des preuves, ils avaient fait le travail dans les règles de l'art. Disons, au Bénin, de plus en plus, depuis 2016, les journalistes, même s'il n'en a pas qui soient morts, il en a qui ont goûté à la prison, il en a qui ont goûté à des gardes à vue. Moi qui vous parle, j'ai été gardé à vue pendant 48 heures. J'ai été conduit à la Criette, j'ai subi l'interrogatoire du procureur spécial d'abord, puis après, pendant 6 mois, on m'a fait courir entre ma maison, mon boulot et la Criette. Voyez-vous, toute cette tracasserie-là, ça fait partie du lot désormais du journaliste béninois, on va dire. La preuve, bien après moi, il a un confrère d'Aboumé qu'on appelle Lissano, qui a essuyé la même chose. D'ailleurs, lui, mal lui en a pris. On l'a jeté en prison, carrément. Tout comme avant nous deux, n'est-ce pas, Ignace Ossou, qui a également été jeté en prison à l'époque. Et voilà, donc, quand ça se passe comme ça, on n'a plus besoin de dire aux autres journalistes, faites attention, chacun se censure de son côté. Et ça, c'est pour ce qui est des acteurs eux-mêmes directement. Vous n'êtes pas sans savoir que après donc, ces épisodes-là, il a eu par exemple la fermeture de Golf FM, Golf TV et la Gazette du Golfe et tout le reste, disons le groupe de presse, la Gazette du Golfe. On doit pouvoir aller au-delà du traumatisme, aller au-delà des expériences que des confrères ont vécues. On ne va pas s'appesantir sur ce que les autres ont vécu et puis se mettre à l'idée que... Parce que c'est d'abord dans la tête, lorsque vous dites que parce que telle personne a fait, il a été assigné, il a été poursuivi, donc moi-même je ne veux pas le faire. C'est vrai qu'il y a des sujets sensibles, et je vais ajouter qu'au Bénin, nous sommes dans un contexte où on a des acteurs politiques, des patrons, des dirigeants qui sont quand même un peu allergiques
Voyez, lorsque vous appuyez sur certains sujets, les gens ne veulent pas. Voyez, donc quand vous êtes dans un contexte comme ça, vous prenez toutes les garanties qu'il faut. Faites le travail dans les règles de l'art et puis surtout entourez-vous donc entourez-vous d'un cadre surtout juridique. Aujourd'hui, je connais c'est difficile, mais je connais quand même des rédactions qui aujourd'hui donnent cette garantie à leurs journalistes. Voyez, vous voulez faire un sujet, c'est sensible, d'accord, allez-y. Du moment où vous le faites dans les règles de l'art, on est là, on va vous accompagner. En cas de pépin, il y a un cadre juridique qui va vous accompagner. Quand moi j'ai lu ce thème, j'ai dit waouh, bravo. Pour une fois, on pense aux journalistes qui travaillent sur l'environnement. Mais mon euphorie s'est très vite transformée en questionnement. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'il a fallu qu'on en arrive jusque-là, qu'on soit d'abord totalement plongé dans la crise environnementale avant qu'on ne ressorte l'importance du journalisme environnemental? Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Nous y sommes déjà et on applaudit cette initiative. On applaudit le fait que la communauté internationale mette aujourd'hui l'accent sur le travail que font ces confrères-là qui ont décidé d'aller sur le plan environnemental au lieu d'aller en politique, au lieu d'aller en économie, au lieu d'aller en santé, ces domaines qui absorbaient beaucoup plus les journalistes. Mais la question que je me pose, est-ce que le thème de cette année ne nous interpelle pas aussi en tant que journalistes de l'environnement? Quelle est notre responsabilité face à la crise environnementale que le monde traverse aujourd'hui? Comment informer pour arriver à réconcilier notre monde avec la nature? Est-ce que nous sommes des journalistes dénonciateurs? Est-ce que nous sommes des journalistes qui ne voient que le mal, qui ne voient que l'apocalypse s'abattre sur nous? Ou bien est-ce que nous sommes des journalistes qui sommes aussi appelés à apporter, à travailler sur les solutions, les petites expériences positives qui peuvent impacter d'autres populations, quitte à ce qu'elles le fassent? Et donc je me dis, c'est le moment de nous interroger. Le changement climatique est perceptible partout, c'est un réel problème. Et je pense que, comme on dit, ce thème est vraiment d'actualité. Cela dit, comme je le disais tantôt, au Bénin, nous on a nos priorités. Nos priorités, c'est reconquérir la liberté. Pour l'instant, le soleil nous frappe fortement que d'ordinaire, mais nous avons aussi d'autres réalités qui nous frappent encore plus fort que le soleil. Moi, je suis les institutions internationales où on parle beaucoup plus de protection de l'environnement, mais le rôle du journaliste, je pense qu'on n'en parle pas encore assez. Et pour que le journaliste prenne sérieusement sa part de responsabilité dans la protection de l'environnement, il faut qu'on lui offre également un cadre comment on appelle, de sécurité. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont devenus spontanément des journalistes environnementalistes parce qu'ils ont cette fibre-là. Il y en a d'autres nous qui le sont devenus parce que dans leur rédaction, il y avait personne qui s'intéresse à ça et on leur a imposé ça. Donc ils le sont devenus par accident ou par dépit. Il y en a parmi nous qui sont devenus journalistes de l'environnement parce qu'ils ont senti que c'est peut-être un domaine aujourd'hui qui fait que ça vous donne des opportunités. Il y a beaucoup de sommets internationaux qui se tiennent sur l'environnement. Donc on se dit, ben tiens, je vois des confrères qui travaillent sur l'environnement, qui sont tout le temps dans des sommets. Ce sera l'occasion pour moi aussi d'embarquer un jour, une fois, dans un voyage pour aller rencontrer d'autres personnalités dans le monde. Moi, j'ai envie, par exemple, d'aller faire des articles pour dénoncer une usine qui détruit l'atmosphère ou qui détruit l'environnement dans un village du Bénin. Mais je me pose des questions si j'y vais, parce que ce sont quand même de grosses entreprises qui peuvent broyer très rapidement, quoi. Donc si j'y vais, est-ce que derrière, est-ce que j'ai des ONG, est-ce que j'ai des associations qui peuvent m'accompagner lorsqu'il y aura pépin? Je précise, je peux bien faire le travail dans les règles de l'art, mais pourtant, voilà, on est en Afrique, on sait comment ça se passe. Donc, je pense que le thème, d'abord, dans un premier temps, veut mettre beaucoup plus l'accent sur la responsabilité du journaliste, mais je pense que derrière, il faut également voir dans quel cadre le journaliste peut être appelé à prendre en compte sérieusement cette responsabilité-là. De plus en plus, beaucoup de rapports montrent que les journalistes qui s'intéressent aux questions environnementales sont ceux qui prennent le plus de risques ces dernières années, contrairement à ce qu'on observait avec les journalistes en politique. Quand vous travaillez sur les questions environnementales aujourd'hui, vous êtes pris à partie pour vous retrouver entre le marteau et l'enclume, parce que les questions environnementales aujourd'hui, c'est beaucoup d'enjeux économiques,
les lobbies des énergies fossiles qui sont là, les États qui passent des contrats, des marchés d'exploitation et tout, l'exploitation de nos ressources naturelles, de nos ressources forestières. Les engrais, d'accord, ce qui se passe dans ce domaine est grave. Quand vous allez au nord, on vous dit qu'il y a des intrants agricoles qui sont utilisés, qui endommagent gravement l'environnement. On sait, tout le monde sait, qui sont les importateurs, qui est à l'exclusivité de l'importation. Donc, quand vous allez sur ce terrain-là, vous en prenez à des intérêts, vous en prenez à une empire économique, et donc vous aurez de gros ennuis. Les enjeux autour de l'environnement aujourd'hui sont cruciaux. Ce sont les lobbies des énergies fossiles qui sont là et qui ne veulent pas du tout qu'on touche à leurs intérêts. On a les firmes internationales qui font de l'exploitation parfois pas transparente dans certains pays. On a l'exploitation abusée des ressources naturelles, les forêts, les ressources de l'eau qui font qu'aujourd'hui tout le monde est tendu autour des questions environnementales. Et quand le journaliste se lève aujourd'hui pour dire il y a une carrière d'exploitation à tel endroit qui cause tel problème, en même temps il est pris à partie parce que la société qui exploite ça ne voudra pas qu'on donne l'information qu'il faut, peut-être parce qu'elle ne respecte pas les normes environnementales en la matière. On a déjà vu dans les pays des grandes forêts, en Afrique centrale, les confrères du Cameroun, les confrères du Gabon, qui sont de plus en plus interpellés parce qu'ils travaillent sur la gestion des forêts dans ces pays-là. On a déjà vu dans des pays du Sahel où les confrères qui s'intéressent à la guerre autour de l'eau, les exploitations de certaines sociétés qui polluent l'eau, qui sont déjà pris à partie, qui sont déjà inquiétés. Quand vous vous hasardez aujourd'hui à vous intéresser à certaines formes d'exploitation, à certaines carrières, quand vous vous hasardez aujourd'hui à aller sur le terrain exploité par certaines sociétés, mais vous allez vous cogner à des difficultés. Du coup, le journaliste environnemental aujourd'hui est celui qui prend le plus de risques, est celui qui est le plus exposé. Et la liberté de la presse dans ce domaine, je me dis, on doit être optimiste, mais ce n'est pas encore acquis et ce n'est pas pour demain. Parce que plus la crise va s'accentuer, plus les tensions vont monter autour des ressources naturelles, plus le journaliste sera pris à partie par les personnes qui vont sentir qu'ils touchent à leur intérêt. Et nos États aussi, qui signent de gros contrats avec certaines sociétés qui se foutent pas mal de la santé de la nature, ne nous laisseront pas faire. Ça, ce n'est pas évident. Il revient d'abord à chaque acteur des médias de prendre conscience de ce qu'il peut changer quelque chose dans la situation. Ce n'est pas une question de moi, je ne suis rien dans les médias, je viens de rentrer dans la corporation il n'y a pas longtemps. Chacun peut, même de sa modeste position, même un technicien, quiconque peut déjà pouvoir, en prenant conscience des choses qu'il est capable de changer les choses. Le rôle d'un journaliste environnemental n'est pas de dire à tout le monde la planète se porte mal, s'il vous plaît sortez, criez, ça ne va pas du tout, nous allons mourir demain. Quand vous rentrez dans cet exercice, vous devenez un activiste et même les activistes sont plus modérés dans cet exercice-là. Le rôle du journaliste environnemental aujourd'hui est de mettre l'information liée à l'environnement à la disposition de toute la population, sans distinction aucune. Son rôle est de croiser le regard du décideur qui dit à la population, voilà ce que je fais pour te protéger face à la crise que nous traversons, et de croiser ce regard-là avec celui de la population qui dit au pouvoir public, j'ai besoin de ci et ça pour survivre à la crise, mais de mon côté, voilà ce que je fais. Du coup, le journaliste environnemental doit être un tampon entre la recherche, entre les pouvoirs de décision, entre la population. Et ce travail nécessite que nous soyons à l'écoute de toutes les parties. Est-ce que quand nous entendons quelque part qu'il y a une inondation dans une zone, nous courons pour aller dans la zone, pour montrer que tout le monde est sous l'eau simplement et crier pour dire le changement climatique a des effets, ça ne va pas ici? Est-ce qu'après avoir fait ce constat, nous allons vers le décideur pour lui demander ce qui est fait? Est-ce que nous allons vers le scientifique pour demander mais comment ça s'explique que ça se passe ainsi? C'est pourquoi le journaliste environnemental aujourd'hui est appelé à être au carrefour de tous les acteurs, au carrefour de toutes les préoccupations, à croiser les informations. Et l'autre défi également, qui est notre rôle, c'est d'aller au-delà de notre environnement immédiat, de notre environnement local. Les questions environnementales ne sont pas des questions locales. Il pleut en Irlande aujourd'hui, on peut ressentir les effets à Ouida au Bénin.
Quand on émet des gaz à effet de serre en Colombie aujourd'hui, celui qui dort dans son village au Tchad va ressentir les effets du réchauffement provoqué par ces émissions. Donc nous sommes appelés à aller au-delà des frontières, à nous limiter dans les frontières, les clôtures de nos radios de proximité, de nos télévisions de proximité, de nos chaînes nationales, de nos zones de couverture, de nos organes de presse, mais se dit que le journaliste environnemental aujourd'hui ne peut plus être un journaliste nationaliste local, mais il est appelé à donner une dimension internationale à ses productions parce que nous habitons une seule planète. Moi, je dirais aux professionnels des médias à l'occasion de cette journée qu'ils sont un pouvoir. Ce n'est pas un slogan quand on le dit. Le premier défi, c'est de pouvoir éclairer les choses très normalement entre le code de l'information et de la communication et le code du numérique. Parce que de plus en plus, on constate une sorte de confusion où lorsque un journaliste tombe peut-être dans une infraction de diffamation, on a trop vite fait de ramener la situation au code du numérique. Voyez, et lorsque vous êtes journaliste et qu'on vous considère finalement comme un internaute, comme un cyber-activiste, c'est qu'on vous applique le code du numérique qui, sur la base duquel on peut vous envoyer en prison, alors que le code de l'information et de la communication dépénalise les délits de presse. Et donc on a vu les derniers cas, on a vu que très vite, les infractions de presse, on trouve quand même le moyen de les ramener au niveau du code du numérique. Et lorsqu'on les ramène au niveau du code du numérique, on va vous peut-être juger pour cybercriminalité, harcèlement par le biais d'un moyen électronique. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un journaliste qui ne soit pas sur les réseaux sociaux. Je vous dis, je fais un article, je veux le publier, je veux le partager sur les réseaux sociaux, même si c'est dans un journal papier. Aujourd'hui, on voit les unes qui circulent. Donc, lorsque vous faites votre article et que même c'est dans un papier et que finalement ça se retrouve sur les réseaux sociaux et que quelqu'un porte plainte pour diffamation ou bien pour harcèlement, et ça, observez, de plus en plus, on ne parle même plus de diffamation, c'est-à-dire ce que vous avez écrit, c'est faux. Ce n'est plus vraiment ça le sujet, mais ce que vous avez écrit, que ce soit vrai ou faux, ça me crée une détresse émotionnelle. La personne estime qu'elle est victime d'harcèlement par le biais d'un moyen électronique. Donc, ce que je demande, le défi déjà à relever, et je pense que les fêtiers, les associations au niveau des journalistes, il y a quand même un plaidoyer qui se mène déjà pour la révision, la relecture donc, du code du numérique pour que les journalistes ne soient pas automatiquement traînés devant la justice sur la base donc, de ce code du numérique. Il revient aux associations, aux responsables d'associations des professionnels des médias et particulièrement à l'UPMB d'agir. Si les acteurs étaient conscients des choses, en quelques jours, comme cela s'est vu ailleurs, eh bien, ils vont les mettre à mal et rapidement la presse peut reconquérir son pouvoir. Mais ici au Bénin, nous avons tout vandalisé, n'est-ce pas? On a tout vendangé. C'est les autres qui sont mieux conscients de la force, du pouvoir que nous représentons que nous-mêmes. Résultat, c'est que nous sommes par terre. Donc le problème, ce n'est même pas la RAC, ce n'est pas les représentants que nous envoyons à la RAC. Parce que si on n'a pas une presse forte, on n'a pas des associations de professionnels des médias fortes, mais les représentants ne peuvent rien faire là-bas. Ils ont beau parler, ils vont prêcher dans le désert. Parce que sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, tous les journalistes, tous les professionnels des médias sont des toutous. Ils obéissent, hein, ils sont sages. Mais dans ce cas, vous n'aurez rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, à l'endroit des acteurs des médias, l'appel, c'est de faire en sorte, parce que le monde évolue. Aujourd'hui, nous avons des moyens qui sont quand même assez techniques pour faire le travail. On n'est plus dans le temps passé où il y avait assez de difficultés et tout. Donc aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons pour faire le travail, je nous appelle à plus de responsabilité. Parce que c'est vrai, nous avons ces moyens-là qui rendent le travail plus facile, mais les revers sont également là. Donc plus de responsabilité dans ce que nous faisons, parce que demain, si nous voulons parler de liberté de la presse, comme je l'ai dit, on ne va pas seulement regarder les autorités, mais on doit pouvoir se regarder aussi, parce que notre métier a des règles.
Vous voyez, il y a des règles qu'il faut donc respecter. Donc tâchons-nous de respecter sérieusement ces règles-là. Il y a ce qu'on appelle la bonne foi. Lorsque vous êtes devant la justice pour peut-être un article que vous avez écrit, on veut vérifier votre bonne foi. Est-ce que véritablement vous avez fait le travail normalement, mais bon, parce qu'on est des humains, quoi, on peut faire des erreurs. Donc si on estime que bon, vous avez bien fait votre travail, mais il y a quand même erreur, on peut vous parler de bonne foi. Mais lorsque déjà très vite on constate que non, vous avez bâclé votre travail, vous aurez du mal à donc justifier votre bonne foi. Donc moi j'exhorterai les uns les autres à ne pas se dire oh non, eux ils connaissent des gens, eux ils sont ceci ou bien eux ils sont fous. Non. Si tout le monde peut prendre un peu conscience des choses, même les acteurs du pouvoir savent. Ils savent qu'ils ne sont rien si les médias sont décidés. Donc, décidons-nous, osons simplement et ça irait mieux. On nous appelle souvent quatrième pouvoir et tout, mais au fond, est-ce que nous exerçons vraiment, est-ce qu'on nous donne vraiment les moyens d'exercer ce pouvoir? Je ne pense pas. Donc, les journalistes ont besoin de moyens et quand je parle de moyens, ce n'est pas forcément financier d'abord, mais on a besoin d'un cadre sain pour faire le travail comme cela se doit, un cadre législatif qui nous permet de travailler sans crainte, de travailler sans avoir peur d'être brisé. Alors, dernier appel, ça c'est à l'endroit de la société, des populations, parce que de plus en plus, il y a cette méfiance qu'on observe entre la population et les journalistes. Vous avez besoin d'une information, personne ne veut vous donner l'information, parce qu'on a peur que l'information soit déformée ou la source a peur d'être exposée après. Et je pense que ça aussi c'est de notre responsabilité. Il faut mettre en confiance la population. Il faut être du côté de la population. Parce que c'est clair, la population a besoin de l'information et nous détenons l'information. Donc plus nous livrons l'information, la bonne information, on va essayer donc d'établir ce cadre de confiance entre nous et la population. Il y a aussi ce problème de formation que je suis en train de relever qui se pose. Pour que le journaliste de l'environnement fasse bien son travail aujourd'hui, il a besoin d'être formé. Nous travaillons sur une thématique qui n'est pas une thématique comme les autres. C'est une thématique à caractère scientifique, à caractère technique. Le journaliste environnementaliste lit beaucoup de revues scientifiques, lit beaucoup d'articles, doit croiser plusieurs rapports avant de sortir un seul petit papier. Et si tu n'as pas des prérequis, si tu n'as pas des prédispositions pour mieux comprendre ces productions scientifiques, tu ne peux pas bien les exploiter pour passer ton message. Travailler dans l'environnement, ce n'est pas faire du journalisme comme tout le monde. C'est chercher à se professionnaliser. Se professionnaliser, c'est aller chercher la formation, même si elle n'existe pas de façon institutionnelle et officielle. C'est lire beaucoup, c'est interroger beaucoup d'acteurs, c'est garder une certaine proximité avec les chercheurs, avec la recherche pour comprendre le langage de la recherche afin de la monnayer en langage populaire compréhensible pour vos auditeurs. Et deuxième appel, ne pas baisser les bras. On n'a pas le droit de se résigner, on doit se résilier et continuer. En termes environnementaux, la résilience, c'est la solution que tout le monde promet aujourd'hui. On sera en difficulté, mais on doit continuer parce que la nature a besoin de nous.